Salut, je reviens. Normalement, j'aurais voulu le mettre dans ma bibliothèque, mais en fait, j'ai froid, donc je suis près de mon feu derrière, j'ai le dos chaud. Ça fait un petit moment que je suis pas venue ici. Des ennuis de santé, et puis un mois de mars qui défile bien trop vite. Les 2 ans de mon petit bout, voilà, ça a été un peu compliqué, mais j'ai lu, pas tant que ça finalement. Mais j'ai lu un livre qui m'a fracassé le cœur, qui m'a mis des bleus à l'âme, qui m'a brisé le cœur en mille morceaux, qui m'a donné des coups au corps. C'est une autrice qui est très douée, une autrice que j'aime beaucoup. J'avais déjà aimé son premier, son deuxième. Et ici, son troisième. C'est une autrice la meilleure de sa génération. Pourtant, il y en a quelques-unes qui sont très bonnes, mais ici, Tiffany McDaniel m'a totalement bouleversée avec ce livre. Et Ark et Daffy marque mon cœur à vie. C'est deux personnages que je vais pas oublier. Euh, c'est euh, c'est l'histoire de deux gamines qui sont jumelles, deux petites filles rousses, qui sont l'une et l'autre et l'une. Elles sont nées à 1 minute d'intervalle, elles se unissent par leur chevelure rousse, et puis elles habitent un quartier miséreux. Leur mère et leur père sont des drogués. Leur père va mourir d'une overdose. Et ces deux gamines qui ont été élevées par leur grand-mère au début de leur enfance, c'est une enfance merveilleuse. Le temps qu'elles étaient avec leur grand-mère, même si elles vivaient dans un quartier très pauvre, leur grand-mère racontait des histoires et elle leur montrait le beau côté de la vie pour se battre contre le côté sauvage. Et puis Arc et Daffy. Arc, c'est la fille de la terre. Daffy, c'est la fille de la rivière. C'est On est au cœur des ténèbres familiales et puis au cœur des ténèbres de ces quartiers où les femmes ne sont rien pour les hommes, elles ne sont même pas un prénom, elles ne sont que des objets. Ce livre, ce sont aussi des cadavres de femmes qui s'accumulent, qui sont portées par la rivière, caressées, qui sont... la rivière les a vus naître, elle les a vus s'amuser dans ses eaux et elle voit le corps de ces femmes se balader, porté par les rives, jeté par les hommes battus. Et Arc a fait une promesse à Daffy, c'est-à-dire de les protéger des puissants remous du côté sauvage. Et Daffy, désolé, et Daffy va s'employer à rendre à rendre ces ténèbres, à rendre cet endroit poisseux, cet endroit où la crasse nous colle à la peau. Elle va essayer de rendre ce côté sauvage beau. J'ai beaucoup aimé Mamie Milkweed. C'est une femme qui les a portés, c'est une femme qui leur parle de sorcières, parce que les femmes ont toujours été considérées ainsi. Elles, les deux gamines rousses qui ont les yeux verrons, le droit bleu pour l'une, le gauche pour l'autre, et le gauche vert pour l'une, et le droit vert pour l'autre. Ces deux gamines inséparables, comme peuvent l'être les jumelles, elles ont des yeux comme des billes de sorcière. Et puis c'est aussi ces gamines qui vivent dans la médiocrité, qui vivent dans la misérabilité, non, dans un milieu misérable,
Ces gamines qui vivent dans la drogue, le sexe, dans la violence des hommes. Elles vont essayer de se désolidariser de leur corps quand l'inimaginable va arriver, quand l'innommable va arriver. Et c'est Arc qui est la plus combative, la plus teigneuse, la plus hargneuse pour aider sa sœur, pour aider aussi ses sœurs entre guillemets de misère, ses sœurs battues, pour les aider à sortir de ce milieu, les aider à pouvoir se battre contre l'araignée. Dans ce livre, moi, je n'ai rien vu de lumineux. Pour moi, c'est sombre, c'est noir. C'est autant que dans Betty, on arrive à voir la lumière au bout du tunnel, autant que là, ça a été une longue descente aux enfers. Il y a une longue descente dans les abîmes. Pour moi, c'est rien, tout est noir. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase qui dit que notre première faute fut de croire que nous ne mourrions jamais. La seconde fut de croire que nous étions vivantes. On est, et puis après on meurt. Entre les deux, on saigne, on souffre, on baise avec des inconnus. En fait, ces filles, elles n'ont pas le choix. La rivière est venue à elles, elle les considère comme ses propres filles. Elle les a regardées devenir des femmes dans cette ville d'hommes et d'usines. Sauf que le chômage arrive. Mon chocolat qui me fond dans les doigts. Je vais boire mon café et manger un bout de chocolat. Et après, je continue de vous parler de ce livre qui fut... pour moi, c'est le coup de cœur de l'année, je pense. Et ça sera mon très gros coup de cœur du mois de mars. C'est ces deux gamines qui vont s'évader par la pensée pour ne pas regarder du côté sauvage. Pour regarder du côté de la beauté. Parce que ce qui ne se dit pas n'existe pas. Et ce livre, c'est Arc, la narratrice, qui raconte leur vie, qui raconte sa sœur, qui raconte leur sœur de misère, qui raconte des histoires pour briller, pour aimer le beau côté, pour échapper à la réalité et tenir debout devant leur vie du côté sauvage et affronter cette vie et résister face aux monstres. C'est Arc et Daffy, c'est deux filles, deux gamines émouvantes, deux gamines qui dès le départ nous accrochent. Et Tiffany McDaniel, elle va installer l'histoire, elle va prendre son temps pour installer aussi ses personnages. Elle va aussi il y a la tension qui monte au fil des pages, et la tension qui monte pour nous montrer que, en fait, le désastre, l'horreur est crescendo. Au fil des pages, vous avez cette araignée, au fil des pages, vous avez une serrure, au fil des pages, vous avez le corps de femmes qui sont portées par la rivière, qui sont balayées, qui sont... leur corps qui est abîmé, et des femmes que l'on retrouve, et le meurtrier ne sera jamais retrouvé. C'est Tiffany McDaniel, en fait, elle nous a écrit... son roman est parti d'une histoire vraie où des femmes, je me bouge un peu, où des femmes ont été tuées et le crime n'a jamais été élucidé. Dans ce livre, c'est d'une tristesse sans nom. Moi, je suis sortie de ce livre, j'étais marquée, Alors, si vous n'avez pas le moral, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, dans ce livre, on n'a jamais le cœur. Le cœur en prend un coup. On a toujours le cœur qui est matraqué, qui est
balayé, qui est meurtri et qui n'est en aucun cas en sécurité du côté sauvage. On a la tristesse qui nous envahit, c'est quelque chose de... ouais, qui nous reste chevillé au corps, c'est au fil des pages, au fil de cette atmosphère qui nous cheville au corps, on se recroqueville, on s'éteint en fait. Et ouais, c'est pour ça que moi je n'ai pas vu la lumière, c'est pour ça que moi ce livre a été vraiment très émotionnel. En plus, l'autrice a une écriture incisive, elle a une écriture vive, brute, crue, mais aussi beaucoup de poésie. C'est un livre qui est flamboyant, qui est onirique, qui est poétique. C'est un livre qui nous raconte l'histoire des reines de Chillicothe. Et enfin, moi je vous le conseille fortement. Si il y a un livre que vous deviez lire cette année, c'est celui de Tiffany McDaniel, c'est Du côté sauvage. Un livre que j'ai beaucoup aimé aussi, alors excusez-moi, hein, parce que j'ai le téléphone qui tient pas. Un livre que j'ai beaucoup aimé, c'était jouissif, c'était jubilatoire. J'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup son cynisme. C'est L'influenceur de Patrick Bowen. Je vous en avais déjà un peu parlé. C'est un livre qui, moi, m'a fait beaucoup rire. Hein. C'est un livre qui nous parle de l'influence. C'est Lisa qui est assistante médicale et qui est chroniqueuse de livres sur Instagram à ses heures perdues. Donc dans le milieu de Bookstagram. Elle sera bientôt la star des réseaux sociaux à condition de faire exactement ce qu'on lui demande. Donc, allez, moi aussi je suis dans le game, l'auteur est également dans le game. On a besoin des réseaux sociaux. Pour l'auteur, il discute de ses infos, de ses sorties, de son boulot, de ses voyages, de ses chiens. Moi, je vous parle de mes chroniques, de mes bouquins lus. C'est ce qui me permet aussi d'avoir des services presse, parce que beaucoup sont des services presse. C'est un livre qui est très jouissif parce que quelque part, ça m'a fait penser à d'autres Instagrammeurs, d'autres bookstagrammeurs beaucoup plus connus que moi, mais qui courent et notamment la maison d'édition de Patrick Bowen fait beaucoup d'événements, qui court d'événement en événement, qui fait la photo avec le livre, avec l'auteur et qui enquille en permanence d'autres invitations. Ça me fait un peu chaud, un peu chaud. Ça me fait rire, hein. Maintenant tant mieux pour eux. Maintenant, moi je suis du style, c'est pas je suis du style, c'est j'ai plus de 50 ans, hein, je suis boomeuse, j'assume complètement. Je n'ai pas de plaid, je prends effectivement ma jolie tasse que j'aime beaucoup, offerte par ma fille, une de mes préférées, avec mon café parce que j'adore le café, hein. Ouais, pour moi, Instagram n'est pas que ma vie. Et je trouve que parfois, en fait, il y a des... enfin, je trouve, hein, boomeuses assumées qui ne colle pas non plus à Instagram, parce que moi j'estime qu'à Instagram, enfin sur Instagram en permanence, enfin pas seulement Bookstagram, on peut montrer des choses, mais pas tout, et que pour moi il y a une certaine, il y a la vie à côté que l'on peut partager parfois, mais qu'il faut en garder pour soi parce que c'est important, parce que enfin, c'est pour pas tomber, pour pas se mélanger. Et Lisa qui ici
qui au départ est une petite Instagrammeuse, on va lui proposer de devenir une grande Instagrammeuse, elle va tomber dans l'excès, elle va faire des choses qu'elle n'a pas forcément envie de faire, mais qu'elle fait quand même. Et puis, elle va avoir une ascension fulgurante, elle va tomber dans un engrenage. Et plus on a d'Instagrammeurs qui nous suivent, plus on a aussi de haters. Et c'est aussi ce côté-là qu'il faut regarder ceux qui vous envient pour ce que vous êtes et qui sont prêts à vous pourrir la vie, que ce soit par des commentaires complètement déplacés, complètement idiots, qui peuvent vous attaquer sur le physique, sur tout. Et puis, en même temps, vous êtes pris dans un tourbillon que l'on ne maîtrise pas, et c'est ce que l'auteur dissèque au scalpel, hein, c'est le cas de le dire. C'est un livre rythmé qui est très cynique, qui est juste. Il nous donne sa vision d'Instagram et du monde de l'influence, et j'ai trouvé ça très bon. Moi, j'aime beaucoup l'auteur, il me fait beaucoup rire. Et puis, j'aime aussi ce qu'il est. J'aime beaucoup son univers, et puis j'aime beaucoup sa façon de parler de l'univers impitoyable d'Instagram, on parle de tout, de rien, de livres à peine pour ceux qui sont sur Bookstagram. Et parfois, moi je trouve que parfois les réseaux c'est un peu la télé-réalité. C'est un peu aussi où le partage est un mot galvaudé. Oh punaise, vous allez avoir envie. J'espère que ça bougera plus. Où le partage est un mot galvaudé, où l'on parle de bobo perso, comme moi je vous ai parlé juste avant de commencer. J'irai pas plus loin. Mais on veut du trash, on veut une larme, c'est ce que veulent la majorité des gens. Et l'Instagrammeur devient un produit, un panneau publicitaire. Nous sommes des panneaux publicitaires, et ça, il faut en être conscient, et il faut être non payé. Donc, vous avez le droit de dire exactement ce que vous pensez du livre que l'on vous a envoyé, si c'est un SP. Parce que, alors certes, vous avez reçu un SP, mais vous ne devez rien. Si vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas aimé. Maintenant, si vous avez peur de ne plus recevoir de SP, vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est bien dommage. Donc, moi je vous le conseille. C'est un livre vraiment à lire. C'est ce petit côté jubilatoire, c'est ce côté assez jouissif. Moi, c'est... j'ai beaucoup aimé ce côté. Alors en plus, effectivement, il y a quelques bouquins qui parlent de l'influence, mais j'ai beaucoup aimé le regard de l'auteur sur le monde de l'influence, qui nous dit que si vous voulez rester dans le game, vous allez vous poster entre 7 et 9 heures, et entre 17 et 19 heures, où vous touchez vos followers qui sont pour la plupart aux toilettes à ce moment-là. L'effet glamour du moment. Bon allez, je vous laisse avec celui-ci. Découvrez-le, Patrick Bowen, l'influenceur, c'est un livre excellent. Un livre également qui parle des réseaux sociaux. Et moi que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé, je vais vous parler de 6 versions. Moi j'ai beaucoup aimé aussi les autres, on dirait une sorcière, avec mes cheveux. On a tous, enfin, moi j'ai ce problème, d'autres pas, mais moi oui. Alors, je vais vous parler de 6 versions. Moi j'ai aimé les... Enfin, j'ai trouvé quand il a écrit... c'est pas vrai. Quand Matt Wesolowski
a écrit son premier. J'ai trouvé que c'était hyper novateur. C'est un podcast. C'est 6 versions, donc 6 versions de 6 personnes où vous allez pouvoir, et il revient sur des enquêtes classées, des enquêtes également non classées, où on va redécouvrir cette enquête avec 6 versions de 6 personnes qui étaient là à cette époque-là. J'ai adoré, c'était hyper novateur, j'ai adoré le premier. La tuerie McLeod, c'est exceptionnel. Celui-ci, je l'ai trouvé, c'est celui-ci le premier, donc c'est celui-ci qui est novateur. Celui-ci, c'est le troisième où je l'ai trouvé vraiment excellent. Je vais finir par refaire ma vidéo si mon téléphone continue de faire ça. Et pour le dernier, le Vampire d'Ergart, moi j'ai adoré celui-ci. Vous allez me maudire. Hein. Donc 6 versions. Le Vampire d'Ergart, c'est l'histoire de... On est en hiver 2018 au bord de la mer du Nord dans la tour du vampire. Le corps d'une vlogueuse de 24 ans, Elizabeth Barton, est retrouvé congelé. 3 de ses anciens camarades de classe sont rapidement condamnés pour ce meurtre. Donc ici, on va se retrouver avec un meurtre et 3 personnes qui sont jugées et qui sont en prison. Certains doutent cependant de leur culpabilité. 2020, le journaliste Scott King, auteur du célèbre podcast 6 versions, mène l'enquête. En interrogeant les proches de la victime, il découvre l'existence d'un challenge funeste auquel s'adonnait la jeunesse d'Ergart à l'époque du crime. Le défi, mort dans 6 jours. C'est lequel semble étrangement lié à un mystérieux abattoir à l'écart de la ville. Dès lors, la sinistre légende du vampire d'Ergart se dessine. Moi, dans cette enquête, ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est de quoi est-on prêt, enfin, qu'est-on prêt à faire pour avoir des millions de followers, pour pouvoir vivre de ce réseau, de ces réseaux. Le défi mort dans 6 jours, c'est un corps gelé, une ville hantée, un défi mortel, 6 histoires et la vérité. Moi, cette série, pour moi, c'est un coup de cœur, c'est une série novatrice. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une série dans l'air du temps, réaliste et rudement bien menée. Moi, dans ce quatrième, moi je vous dirais qu'il faut les lire dans l'ordre parce que l'on découvre au fil du temps Scott King, notamment dans le 3e et dans le 4e tome. Il se met à jour parce que dans les 3 premiers, il ne se montre pas, on ne sait pas qui c'est. Et dans le 4e tome, il se met à jour. Et si vous lisez le 3e, vous comprendrez pourquoi. Son podcast l'a révélé, il revient sur les faits qu'un cold case tels qu'ils se sont produits. Donc, c'est un podcast qui exhume les anciens dossiers de meurtre. Ici, il remet à la une le meurtre de Lizzie Barton. Elle incarne le modèle à suivre, la fille adorable, la fille irrésistible, la fille dont on jalouse lorsque l'on est au lycée, celle qui est aimée de tous les garçons, celle dont tous les garçons rêvent, bien sur elle, la petite fille modèle. C'est une enquête qui ouvre à nouveau les blessures du passé à peine refermées, surtout pour les parents. C'est un meurtre sordide car on l'a retrouvé dans la tour d'Ergart. Une tour qui est sombre, c'est une tour qui fait partie du livre, qui fait partie... c'est un des personnages du livre et elle est morte elle a été assassinée dans cette tour avec la tête mise sur ses genoux. C'est un meurtre sordide qui met en cause les réseaux, ce qu'on est prêt à faire pour la notoriété, pour se façonner une image au détriment de chacun. C'est l'histoire d'une jeune femme belle et gentille, ambitieuse, mais souvent les apparences sont trompeuses et quand le vernis s'écaille, la réalité est bien plus glauque.
Moi, je vous invite à le découvrir. C'est vraiment... de nos jours, l'essentiel se passe sur Internet. On gomme les aspérités, on vit dans le virtuel, on oublie la réalité. Et c'est pour moi un appauvrissement relationnel. Même si pour ma part, je vis un peu dans le virtuel. Sauf qu'il m'arrive d'avoir régulièrement des contacts en visio, puisque je ne peux pas me déplacer forcément avec mon fauteuil. Je ne peux pas forcément sortir seule de chez moi. Ce livre, je vous invite à le découvrir. L'auteur, je vous invite à le découvrir. Démarrez par le premier qui est, que je ne me trompe pas, les orphelins du Mont Scarclos. Et je vous invite, moi, à le découvrir dans l'ordre, vraiment. C'est 6 versions, il renouvelle le genre du thriller, c'est un dispositif génial. Découvrez l'auteur, il est vraiment, vraiment top. Moi, ça a été vraiment cet auteur, une grosse découverte. Ça a été un auteur qui a renouvelé le genre. Ce roman, donc c'est-à-dire celui-ci, le 4e. J'ai un chien, pas toujours. Ce roman a été pour moi, à certains moments, très douloureux et dérangeant. Alors, moi je vous le conseille, il est dérangeant pour ma part. Et si vous le lisez, dites-moi ce que vous en pensez. Pareil pour ceux que je vous ai parlé juste avant. Pour Tiffany McDaniel, pour Patrick Bowen, pour comment il s'appelle, Matt Wesolowski. Maintenant, je vais vous parler d'une autrice que j'ai lue et que je rencontre en visio tout à l'heure avec la maison d'édition Les Escales. J'ai lu Une femme debout de Catherine Bardon. Alors, j'ai pris mes notes parce que je viens juste de faire ma chronique. Je finis mon café parce qu'il va être froid et j'ai horreur de ça. Moi, j'aime Catherine Bardon, j'aime ce qu'elle est, j'aime sa gentillesse et j'aime surtout l'autrice. Moi, elle parle de la République dominicaine. C'est l'histoire de la République dominicaine que je ne connaissais pas, que j'ai commencé à découvrir avec Les Déracinés. Et puis ensuite avec La fille de l'ogre, et maintenant Une femme debout, l'histoire de Sonia Pierre. C'est l'histoire de cette femme qui s'est battue pour les droits des hommes, qui est née en 1963 dans un bâté, je ne sais pas comment on dit, qui est devenue avocate. Elle a vécu dans un camp où vivent les coupeurs de canne à sucre et où l'esclavagisme est encore d'actualité alors qu'elle est née en 1963. À 13 ans, elle lève le poing pour se battre pour soulever une manifestation des bracéros pour l'amélioration de la condition de vie et surtout l'augmentation de leur salaire. Alors les batailles, elle a été mise en prison, elle a été relâchée par son jeune âge parce que c'est à 13 ans qu'elle a commencé à trouver sa voie. C'est une fille intelligente qui a été reconnue par le père Anselme et qui lui a permis de suivre l'école et d'aller dans une université, de devenir avocate. Sonia Pierre, c'est quelqu'un de très pudique, mais c'est une femme qui s'est battue pour la condition des Haïtiens, la misère des déracinés. Elle veut rendre leurs droits aux bracéros, aux invisibles, et elle parcourt le monde pour faire entendre la voix de sa communauté.
c'est Haïti en 1950, c'est ses parents qui ont quitté Haïti pour les plantations de canne à sucre de la République dominicaine. C'est parce que c'était un espoir de devenir un peu plus, de sortir de la pauvreté. C'est le destin d'une femme exceptionnelle, c'est sa détermination, c'est une révoltée. On souligne son opiniâtreté, sa discrétion et malheureusement, Sonia Pierre est morte jeune, elle est morte à 48 ans d'un arrêt cardiaque. C'est une femme... ouais, c'est une femme exceptionnelle, c'est une femme qui a marqué les gens. C'est une femme qui, ben, moi que je ne connaissais pas, même si elle est un peu de ma génération, c'est ouais, c'est lui rendre grâce, c'est lui redonner une voix, parce que dans ce livre, il y a les relents aussi de notre société. Il y a aussi cette différence entre pauvres et riches. Il y a dans ce livre, Sonia Pierre est une avocate défenseuse des droits de l'homme et du citoyen haïtien. Elle est décédée en 2011. C'est alors quand elle arrive, enfin quand ses parents arrivent dans ce bataille en République dominicaine, il y a un vague relent de pourriture et d'excréments qui flottait dans l'air, mêlé à une entêtante odeur de sucre brûlé. Mais ce que Maria Carmen, sa mère, renifla, c'était le parfum de la misère. Donc sa mère a eu 13 enfants. Sonia a été la plus... celle qui a suivi des études, celle qui s'est battue pour les Haïtiens. Pour ceux qui vivaient en République dominicaine et qui sont devenus apatrides parce que la République dominicaine n'a pas accepté la Constitution et elle a refusé et supprimé le droit du sol, qui a rendu apatrides les Haïtiens ainsi que leurs enfants. Donc c'est 250 000 Dominicains d'ascendance haïtienne qui auraient pu être expulsés. Elle s'est battue, elle a été reçue aux États-Unis par Michelle Obama. C'est une femme, pour moi, c'est une héroïne. C'est quelqu'un qui, dès ses 13 ans, a trouvé sa voie et notamment se battre pour les droits des hommes, mais surtout les droits des femmes. Et je trouve ça exceptionnel, je trouve ça vraiment pas hors du commun, quoi. C'est une femme qui a, même si elle est décédée à 48 ans, qui a eu une existence qui a mise de côté sa vie de femme, d'épouse et de mère, et qui s'est battue pour ses compatriotes. Lisez Catherine Bardon, moi c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son écriture, c'est quelqu'un qui s'est énormément documenté, c'est quelqu'un qui vit une partie du temps en République dominicaine, donc lisez-la, franchement, j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai lu aussi Toutes ses fautes, je crois que c'est ce titre. Je l'ai lu sur NetGalley, c'est Andrea Mara, c'est un thriller psychologique qui, pour moi, c'est un bon thriller psychologique.
qui à un certain moment pour moi c'était un peu trop. Il y avait trop, et qui a basculé dans le génial. La fin, j'ai pas du tout deviné. Jamais je n'ai pas du tout imaginé ce qui s'est passé. Et rien que pour la fin, non. Même aussi pour, il est bon, mais la fin est très très bonne. C'est l'histoire de Marissa et de Peter qui ont énormément d'argent. C'est l'histoire aussi de Carrie qui est une nourrice, une nounou pour le fils de la voisine de Marissa, de Jenny. Pour le fils de Jenny, c'est Milo également, qui est le fils de Marissa et de Peter. Et Milo disparaît. Et Carrie disparaît. Et Carrie a enlevé Milo. Et on a des allers-retours, on a au fur et à mesure le pourquoi de cet enlèvement, et c'est exceptionnel. Et cette fin, elle est exceptionnelle. J'ai beaucoup aimé cette fin. C'est ce qui me fait dire que c'est un très bon polar, un très bon thriller psychologique, un très bon thriller domestique qu'il faut lire si vous aimez le thriller. Moi j'ai trouvé très bon. Je voulais vous parler de quoi d'autre comme livre, je ne sais plus. Tant pis, c'est pas grave. Je vous en reparlerai peut-être la prochaine fois. Si je n'oublie pas, je ne sais pas quand je reviendrai. Actuellement je lis, si je reviendrai. Parce que actuellement je lis. Bernard Minier, Les Effacés, il sort, si je ne me trompe pas, le 4 avril. Et donc, je l'ai commencé cette nuit, je vais le lire, je pense, assez rapidement parce que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de deuxième tome avec Lucia. Lucia, c'est une lieutenante plutôt badass. Moi, j'aime beaucoup cette femme qui a énormément de secrets et cette jeune femme qui a énormément de secrets, qui se bat pour son fils. Et on va découvrir des choses sur elle, un peu plus, je l'espère, je ne suis qu'au début. Moi j'aime beaucoup l'écriture de Bernard Minier, j'aime aussi, surtout on est en Galice, j'aime aussi la description du paysage qui entoure, j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup Lucia. Je vous en reparlerai certainement. Je vais lire après cette semaine de toute façon, et j'ai le téléphone qui m'abandonne à nouveau. Je vais lire cette semaine le 3e tome des enquêtes de Mara et de Eva et Mara et de Vito Strega. Donc moi j'aime beaucoup l'auteur, surtout dans cette série où il nous dépeint également la Sardaigne. On est en Lombardie, on est dans les terres marécageuses du Tessin. Moi ce trio, j'aime énormément. Vito Strega, c'est un personnage qui assez intrigant. Et puis pour Eva et Mara, c'est un duo de femmes parfois très vifs, très acérés, qui ont c'est très percutant. J'aime beaucoup. Je vous en parlerai bientôt. Je vais vous parler également, et j'ai pas d'action là-dedans parce que je les ai achetés. Je vous parle d'une... excusez-moi. Je vous parle d'une illustratrice que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup sa série botanique, donc c'est Chlorophylle Noire, j'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup, alors j'ai pris Rimbaud parce que c'est un poète que j'aime énormément. Rimbaud, alors celui-ci je vais l'offrir, la personne ne le sait pas encore mais je vais l'offrir. Et j'en ai 2 autres qui sont dans la bibliothèque, donc je ne les ai pas pris. Et puis sur celui-ci, sur ta chevelure profonde aux acres parfums, mer odorante et vagabonde aux flots bleus et bruns,
Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. C'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Rimbaud, Baudelaire, moi, c'est des poètes que j'aime beaucoup, et d'autant plus quand on parle de la mer. J'ai également, alors là par contre je l'ai reçu, elle me l'a offert, c'est un marque-page avec Françoise Sagan. Je ne passerai plus de saccage en saccage, de déchirement en déchirement. Je serai la clairière ensoleillée et la rivière où les miens viendraient boire sans retenue le lait de l'humaine tendresse. Et j'ai pris le marque-page de Baudelaire pour maintes fleurs épanches à reglérer son parfum doux comme un secret dans les solitudes profondes. Et un marque-page de Baudelaire également. Homme libre, toujours tu chériras la mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame. Ça doit être pour ça que j'aime autant la mer. Donc, c'est tout. Donc, achetez. Hein. Et non, j'ai pas d'action. Je voulais aussi vous parler, alors si tu passes par ici, et je sais que tu passeras, Rose, je vous mettrai elle a une chaîne YouTube, je vous mettrai, j'ai beaucoup aimé comment ça s'appelle, j'ai beaucoup aimé tes photos du Japon. Je sais que tu es partie au Japon. J'ai beaucoup aimé. C'est un pays où je n'irai jamais, mais j'ai trouvé ça magnifique. J'ai beaucoup aimé ces temples. J'ai beaucoup aimé ce pays qui a deux versions. Un pays qui s'éteint jamais et un pays qui est dans la zénitude. J'ai beaucoup aimé ce voyage. Je t'ai accompagnée en même temps. J'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé ça ouais, des images magnifiques. Et je t'en remercie. Je vais mettre le nom de sa chaîne en dessous de cette vidéo YouTube. Sur ce, je vous souhaite un bon mois d'avril. Bientôt. Moi, ce week-end, je vais faire un week-end à 1000 pages, mais un week-end en bulle, parce que j'ai quelques BD à lire depuis un petit moment, et il faut que je le... Enfin, j'ai envie de le faire. Ce week-end, comme mon homme m'abandonne, week-end prolongé, je vais m'y attacher. Je vais aussi me reposer. Et là, je vous laisse, j'ai des madeleines à faire. Je vous embrasse, je vous souhaite ouais, un bon mois d'avril et à ciao, à bientôt.